Bon, merci de vous installer. On va démarrer la séance donc par la feuille de présence et vérifier que le quorum est atteint. Oui. Alors, merci à vous d'être présents. Je vais préciser que Julika Lazara a donné procuration à Virginie Artero qui devrait pas tarder. Victor Abaja a donné une procuration à Paula et Emmanuel qui est là. Et Bruno Laquet a donné une procuration à Philippe Brunier qui est là. Voilà, Roxane Sibaldi, à Julien Bonino et Marie Duché à Dimitri Farron. Vous n'avez pas tout très bien. Ce qui fait qu'on a toujours. Oui, Virginie, j'ai appris à travailler. Merci. Donc, aujourd'hui, nous avons un ordre du jour avec 8 rapports, mais nous avons surtout le rapport numéro 1 qui est le débat d'orientation budgétaire, pour lequel un PowerPoint sera présenté et nous débattrons ensemble après la présentation. Et ensuite, 3, 4, 5, 7 rapports qui sont classiques, sur lesquels nous devrions dérouler, mais avec toutes les questions, bien entendu, que vous pouvez poser. Sinon, il nous faut approuver le procès-verbal de la séance du 14 février. Est-ce qu'il y a des questions sur ce procès-verbal? Pardon, j'ai oublié de nommer le secrétaire de séance. Nous avions comme secrétaire de séance du 14 février M. Sylvain Castagnier, et il veut bien reprendre la séance d'aujourd'hui. Merci, et merci Sylvain. Merci. Donc, Monsieur Platon, une question, une précision? Oui, c'est une proposition d'ajout. En page 17 du PV, en bas, Thierry Platon est heureux du label Commune Citoyen finalement obtenu. Par ailleurs, il rappelle que lors du dernier conseil municipal, il avait proposé un atelier d'urbanisme sur le PLU afin de partager une analyse commune. Bon, ça me paraît toujours important, mais j'avais ajouté que cet atelier, il était en vue de mettre le bilan à 6 ans du PLU à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Et cette demande, je l'ai renouvelée par mail à votre adresse. Et je regrette que ce n'ait pas été fait. Et je tiens à ce que ça soit mentionné dans le PV. Donc je voudrais qu'on rajoute à la fin de la phrase, en vue de mettre le bilan à 6 ans du PLU à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Alors, je ne sais pas si vous avez dit à l'ordre du prochain conseil municipal. En tout cas, je l'avais noté, donc on va vérifier à la vidéo, mais je me souviens bien que vous aviez parlé du bilan à 6 ans. Et j'ai bien reçu votre demande formelle de présenter le bilan social et de présenter le bilan du PLU à 6 ans, au prochain conseil municipal. Alors, en ce moment, nous avons des conseils municipaux importants du ROB et après du budget. Donc, je ne vous ai pas eu le temps de vous répondre, mais en tout cas, on ne le fera pas dans l'immédiat, ni à celui-ci, ni au prochain, parce que nous avons des axes de budget. Et puis, je pense qu'avant de présenter un bilan du PLU à 6 ans, il faut qu'on travaille en commission pour l'organiser. Donc voilà, j'ai bien votre demande officielle, elle est prise en compte, je vous ferai une réponse officielle si vous voulez, mais ce ne sera pas dans l'immédiat. J'ai pas besoin de réponse officielle, il faut que ça soit fait, c'est tout. Et j'ajoute quand même qu'en ce moment, il y a la concertation du SCOT
et que c'est vraiment important, enfin, pour moi, en tout cas, et pour nous tous, d'avoir un bilan du PLU dans le cadre de cette concertation et de la préparation du SCOT, enfin, on en parlera dans les questions diverses. Mais c'est très important, et donc comme le SCOT il est en principe arrêté fin juin. On reste sur le procès verbal et je propose donc à l'Assemblée du Conseil de vérifier à la vidéo le complément que M. Platon demande sur cette demande du bilan de PLU à 6 ans. Et si c'est le cas à la vidéo, nous le rajouterons bien entendu et ça apparaîtra la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions à ce qu'on fasse ce complément de M. Platon? Non? Donc on l'approuve. Et est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce procès verbal? On va passer au vote. Oui? Monsieur Faro. Merci. La dernière fois, je l'ai demandé qu'on communique les données financières de bons ensembles. Donc, vous m'avez répondu qu'effectivement, on aurait des données financières qui sont déposées lors des demandes de subvention d'association. Le problème, c'est que le souci financier est arrivé en cours d'année cette année et qu'il ne permettra pas d'analyser les choses. Donc, il faudrait que nous ayons les données financières. C'est un droit, c'est une association. Il faudrait nous transmettre les données depuis le 1er janvier. S'il vous plaît. Alors, en effet, vous avez fait cette demande. Je vous avais dit que le dossier Vivons Ensemble serait consultable à l'analyse des subventions, puisqu'il y a une commission qui va se faire avec le groupe minoritaire et d'opposition là-dessus. Donc, vous aurez bien entendu le dossier à disposition pour analyser leur bilan, puisque dans la transmission, j'ai pas tout le groupe si je me trompe, mais au niveau des analyses des dossiers, ils présentent bien leur compte administratif de l'année précédente. Oui, donc c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Non, puisque c'est l'année précédente. Non, mais ils ont déjà des difficultés de l'année précédente. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Pas d'autres questions. Voilà. Non, mais on le regardera en commission. Très bien. Donc, procès verbal du 14 février. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité. Merci à vous. Donc, le rapport numéro 1 est le débat d'orientation budgétaire 2024. Et nous allons, alors je vous propose de faire toute la présentation. Virginie arrive, très bien. Donc quand elle sera là, on laissera. Merci aux techniciens d'être présents et d'être là pour tout le travail, le secrétariat aussi, et de noter les arrivées de Léon Gislaine et Virginie qui arrivent. Donc j'étais en train de dire que nous allions, j'avais présenté ce débat d'orientation budgétaire. Je vous invite à prendre des notes pour le débat à la fin du PowerPoint, de façon à ce que ça puisse avoir cette fluidité et qu'on ne pose pas de questions en cours si après on a les réponses derrière. Par contre, après nous débattrons et tout sera voilà. Nous serons dans cet échange. Madame le maire, juste une question sur la forme. On ira sur le fond à la fin si vous voulez. J'ai juste une remarque à faire qu'on a déjà faite plusieurs fois. L'utilisation de multiples abréviations et acronymes n'est pas facile pour la compréhension du public. Et j'aimerais, si c'est possible, qu'on donne un petit lexique à la fin avec la liste des définitions de tous les acronymes et abréviations pour une meilleure compréhension de tous. D'accord. Merci. Alors, bon, on va essayer de faire au fur et à mesure aussi, pour que ça soit simplifié. Bon, je pense que quand même, depuis quelques années où nous présentons le budget, entre nous, je pense qu'il n'y a pas de problème, il y a cette connaissance, mais pour le public, vous avez raison. Donc, pour ce débat d'orientation budgétaire, on est réunis aujourd'hui, c'est un moment fort de l'année, et c'est un gros travail, je tiens à le dire,
de préparation et de présentation. Toute la mairie, les élus et les services sont sollicités. Je tiens à remercier tout particulièrement le service finance, à la personne de Magali Bernois, et la DGS, bien entendu, Patricia Vergne, qui est là, qui est sur ce dossier, il faut le savoir, depuis plus de 3 mois, et qui est en lien avec les différentes instances, je pense au trésorier payeur, mais aussi la préfecture, pour avoir toutes les précisions. Il est le fruit d'un travail collégial, d'échanges d'idées déjà, nous, au niveau du groupe majoritaire, bien entendu. Merci à vous pour le travail que nous avons fait sur les orientations budgétaires, comme pour le reste. Et nous allons le présenter et définir en fait ses objectifs et les orientations pour 2024. Donc le sommaire, que vous voyez derrière nous, on peut revenir au sommaire, merci, rapidement, va nous être présenté d'abord avec une introduction, bien entendu, puis nous aborderons la section de fonctionnement, l'encours de la dette, la section d'investissement, pour conclure et débattre. En tout cas, il faut bien qu'on distingue qu'aujourd'hui, on ne doit pas s'éloigner du débat d'orientation. On ne rentre pas dans le budget primitif, on ne rentre pas dans le compte administratif. Ce sera l'objet du 12 avril. Donc, à chaque fois, j'essaierai de ramener le débat sur le ROB et non pas... Alors, c'est un exercice difficile, parce qu'il y a des éléments du CA qui sont connus, mais pas complètement. On a des résultats de 2023, mais ce n'est pas le budget. Donc voilà, il faut bien qu'on sache que ce sont les orientations. Merci Gisèle. Donc on est l'arrivée de Gisèle à ce moment-là, il n'y a pas de souci, on a démarré. Donc voilà, donc nous passerons assez vite sur le contexte national. Pourquoi assez vite? Parce qu'on ne va pas s'y attarder, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est peut-être à souligner, c'est le taux d'endettement public de la France, qui est à 110% du PIB traversé en 2025, un chiffre nettement supérieur à la moyenne de la zone euro, un taux de chômage aussi de 7,2 à 7,8, et on connaît tous les difficultés de tous les Français sur le pouvoir d'achat et bien entendu l'inflation et cette problématique-là. En tout cas, il est plus intéressant et plus parlant de s'appuyer sur le contexte local, parce que dans le contexte local, on va voir qu'on est directement impacté ou pas. Et ça, c'est important de savoir, puisque Carmen, le 29 décembre 2023, la loi des finances indique des points très particuliers. Le premier point important de cette loi des finances, elle est sur la fiscalité foncière, à savoir que l'État a décidé pour 2024 de revaloriser les bases de 3,9%. Donc ça, on le sait déjà, et nous le verrons plus tard dans l'analyse de la fiscalité communale, que ce sera pour 2024 un apport là-dessus. L'État aussi doté plus que d'habitude au niveau des DGF du bloc communal. Il nous allouera un montant de 320 000 € pour la commune, mais on verra que entre les baisses et ces augmentations, c'est quand même minime au niveau des apports qui se feront et que ça continue à poursuivre son inexorable diminution. La loi de finances a aussi avancé que pour le fonds de compensation pour la TVA, le périmètre de la FCTVA est étendu aux dépenses liées à l'aménagement des terrains. Donc là, une enveloppe de 150 millions supplémentaires est allouée par l'État nationalement pour financer cette extension.
et ça concerne les remboursements de TVA. Je rappelle qu'avant on n'était que sur nos investissements en récupération de TVA N-2, mais là on pourra aussi mettre certaines dépenses de fonctionnement pour l'entretien et ça nous permettra de diminuer un petit peu nos dépenses de fonctionnement. Comme on sait que c'est le plus contraint, bon, voilà, cette loi de finances là-dessus, elle est complexe à mettre en place au niveau de nos services financiers, mais en tout cas, on le fera. L'autre bonne nouvelle pour le contexte local, c'est que l'État a aussi décidé de maintenir l'amortisseur pour l'électricité. Et je vous rappelle que l'an dernier, c'était vraiment pour ça, avec la crise énergétique, que nous étions allés sur l'augmentation de la fiscalité et nous ne savions pas l'amortisseur électrique, qu'est-ce qu'il rapporterait. Et donc on sait là, donc pour 2024, la crise de l'énergie étant toujours présente, un petit peu diminuée mais pas trop, et bien nous aurons encore l'amortisseur de l'électricité. Voilà. Donc un petit rappel des principes budgétaires, parce que ça c'est très important, parce que c'est vrai que des fois, et en commission finance on a encore vu, vous ne comprenez pas pourquoi c'est pas plus clair, pourquoi on n'a pas autant de visibilité sur les orientations qu'on apporte et après le CA budget. En tout cas, on a des principes budgétaires. La collectivité, elle doit répondre à l'annualité. Hein, le budget est voté pour une année civile. À l'équilibre réel, donc chaque section doit être votée en équilibre, à l'universalité, donc les recettes doivent couvrir toutes les dépenses sans affectation spécifique, à la spécialité, hein, chaque dépense et chaque recette doit correspondre à un compte, et à l'unité, la réalisation d'un document unique réunissant dépenses et recettes de l'exercice. Voilà 5 principes qui sont essentiels dans un budget de collectivité et que nous respectons bien entendu, puisque encore merci à nos services qui ont cette expertise, c'est très complexe, afin que ça puisse passer aussi au contrôle de la légalité. Voilà, donc on va commencer par les recettes réelles de fonctionnement. Donc elles assurent une qualité de service public, c'est certain, et d'où viennent ces recettes? Donc, ces recettes, elles se décomposent de la manière suivante. Nous avons un total de toutes les recettes, donc si on imbrique toutes les roues, nous avons 10 350 885 €. Hein. Donc ça, ce sont les recettes de fonctionnement. Et qui fait un ratio par habitant de 1 620 € par habitant. Et on note que, pour autant, ce ratio est inférieur à celui de 2023. Et nous avons, là c'est en montant, 8 millions donc 79,4% qui arrivent de la fiscalité directe. Cela correspond essentiellement aux taxes locales et à l'attribution, bonjour, donc l'arrivée de Frédéric, merci, c'est noté, et à la dotation, donc aux attributions de compensation de la métropole, hein, et des autres taxes qui sont les taxes locales d'électricité, les droits d'habitation, les taxes de sécurité. Voilà les recettes principales de la commune. Ensuite, nous avons à 9,8%, et pour 1 million, donc sur la même diapositive, pardon, à 1 121 000, donc la deuxième petite roue, c'est les dotations et les participations. Hein, donc, on est au niveau, on le disait, du FCTVA, on est au niveau de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, on est à ce niveau-là. On a aussi 597 000, donc le 6,8%, ce sont les produits de service, hein, ce sont les entrées, les recettes que nous votons avec les tarifs, c'est-à-dire les entrées de piscine, les repas cantine, l'arrosage, le droit de place, les concessions de cimetière. Enfin, 3,1%, 319 000
ce sont les redevances et les baux fermiers et les locations immobilières. Et 1%, ce sont les atténuations de charges, les remboursements des rémunérations pour 102 000. Donc je le disais, si nous additionnons le tout, nous avons des recettes de fonctionnement de 10 350 000 pour l'exercice 2024. Bonjour, arrivée de Virginie, voilà, donc les recettes fiscales, on fait un zoom sur la grande roue qui a porté 8 millions d'euros. On le détaille un petit peu et on voit qu'on a des reversements de la métropole, hein, donc les attributions de compensation pour 3 750 000 et la dotation de solidarité pour 62 000. On a les produits des taxes locales, 3 325 000, ainsi que les autres ressources, on le disait, qui sont les taxes sur l'électricité, les taxes de séjour, les droits de mutation pour 1 million d'euros. Donc, ce qui est important pour poursuivre, si vous voulez, alors là on est sur une synthèse au niveau du PowerPoint, et merci au service communication vraiment d'avoir travaillé là-dessus, parce que c'est beaucoup plus clair. Et si vous voulez suivre sur le tableau du rapport d'orientation budgétaire, nous en sommes à la page 10. Hein, dans le tableau, vous avez le détail. Donc, on le disait en introduction, cette année pour 2024, l'État a décidé de revaloriser les bases de la fiscalité locale pour 3,90%. Donc, on a voulu vous mettre les années de majoration pour expliquer aussi qu'en 2023, donc l'an dernier, car nous aussi nous avons augmenté les taxes locales par rapport à ce budget de fonctionnement très contraint et à la crise énergétique, eh bien l'État lui aussi avait augmenté les bases de 7,10, qui est vraiment une augmentation des plus importantes, puisqu'on voit qu'on revient en 2024 à 3,90, qui est quand même élevé, puisque en 2018-2019, c'était plutôt autour de 1,20 et de 2. Donc là, ce tableau, je trouve qu'il était parlant parce qu'il nous montre que d'une certaine façon, l'État veut aider les collectivités par cet accompagnement-là, mais en fait un accompagnement qui pèse aussi sur nos administrés et qui se profond lorsque la commune elle-même fait cette variation de ces taxes et cette fiscalité. Donc, pour le ROD de 2024, nous savons que nous avons donc une évolution de 3,9%, uniquement à la hausse de l'État, puisque nous pouvons annoncer que de notre côté, mais le débat sera ouvert, nous ne souhaitons pas, bien entendu, augmenter notre fiscalité locale, puisque l'an dernier, lorsqu'on l'a fait, on avait dit que nous n'irions plus sur ce levier-là jusqu'à la fin du mandat. Donc voilà l'évolution du produit fiscal de la collectivité qui est un petit peu en hausse, mais pour autant, je pense que c'est important de le rappeler, on a dû faire cet effort fiscal de la commune, tout en restant la fiscalité du pays salonnais au plus bas sur cet effort collectif qui a été consenti pour la continuité du service public. Et on voit dans ce tableau que on a... Il y a quelqu'un qui veut rentrer, mais il peut... Voilà. Donc, du coup, c'était en effet une décision difficile, mais responsable du contexte de 2023, notamment par rapport à la crise énergétique et le fonctionnement, je le disais, contraint. Nous cherchions 1 million et nous avions débattu
avec les règles de bien pour trouver ce million. Donc je souhaitais le rappeler parce que pour assurer la continuité de la collectivité, tout en développant bien entendu les services publics. Et pour rappel, l'an dernier, nous avons pu maintenir l'ouverture de la piscine. On se posait la question même à ce niveau-là, en mettant en place une carte piscine pour les Malmortais et en augmentant pour les extérieurs. On reconduira cela cette année. On avait aussi maintenu la programmation des festivités et la culture. Sur le plan éducation, nous n'avions fait aucune coupe franche sur les projets pédagogiques, etc. Nous avions continué à accompagner nos enseignants dans la qualité des repas aussi, et bien entendu dans ce cadre du plan alimentaire territorial. Donc, je voulais le rappeler, et nous le verrons, ce 1 207 000 de recettes supplémentaires, nous verrons comment nous permet d'envisager ce service public à la même hauteur, tout en faisant attention à nos dépenses. Alors, la dotation globale de fonctionnement, qu'est-ce que c'est? Donc, puisqu'on dit la DGF, donc une faible augmentation. Cette faible augmentation, elle n'est pas liée aux bases en bleu foncé, mais elle est liée en bleu roi à la solidarité rurale. Donc la DSR a augmenté, et c'est ce qui fait que nous avons une petite variation dans le bâtonnet. En fait, la commune, elle dispose d'aucune marge de manœuvre là-dessus. Ce ne sont que des décisions métropolitaines et qui veillent en fait à cet équilibre là-dedans. Et donc ça correspond à la page 13 du rapport, pour ceux qui suivent le rapport. Mais c'est essentiellement la hausse de la dotation solidarité rurale qui nous permet de trouver on va dire cette stabilité, quoi, parce que là-dessus, les recettes de dotation, elles seront de 320 000 en 2024. Autre complexité aussi, c'est le FPIG, donc le Fonds de péréquation intercommunale et communale. Donc, si vous vous souvenez, on a le FPIG contributaire et attributaire. En tout cas, le FPIG a été créé pour réduire les écarts de richesse fiscale au sein du bloc intercommunal. Donc, c'est une recette faible, puisque le FPIG pour 2024 s'élèvera à 49 802, mais voilà, c'est à prendre en compte entre attribution, contribution et du coup le solde du FPIG. C'était donc le zoom sur les autres ressources fiscales, et en résumé, nous avons donc des recettes de fonctionnement qui connaîtront une stabilité pour l'exercice 2024. Près de 80% proviennent de la fiscalité locale et métropolitaine. Une qualité de service rendue aux Malmortais grâce à ces recettes. On verra les dépenses, comment on est en équilibre. Et une dotation et des subventions. Alors on va rester optimiste, qui pour la première fois reste quand même en stabilité, mais ne constitue pas une ressource pérenne et significative. Il faut savoir que voilà, ces recettes-là, si on n'avait pas ces recettes de fiscalité qui reviennent à peu près à un niveau normal, eh bien nous serions dans la même difficulté. Et on verra que les recettes d'exploitation, elles reviennent un petit peu à la normale aussi, parce qu'on avait en 2022 augmenté certains tarifs. Donc on avait vu, en effet, même en 2021, on avait vu des recettes d'exploitation un peu plus importantes, mais on ne peut pas tout faire supporter
au niveau de nos administrés, notamment repas, cantines, foyers. Voilà, on a fait quelques tarifications supérieures, je pense à l'arrosage aussi. On est allé chercher dans les communes extérieures des choses qui n'étaient pas régularisées. Donc merci à l'agriculture d'avoir fait ces régularisations. Mais voilà, c'est quand même pas l'Amérique. Concernant les dépenses, donc les dépenses réelles de fonctionnement. On va aborder maintenant ce chapitre et vous verrez que là nous avons les grandes roues aussi, mais nous ferons les zooms sur les diapos d'après. Donc en fait, si on prend en compte les prévisions budgétaires pour l'exercice 2024, les dépenses réelles de fonctionnement, elles s'élèveraient à un montant de 9 767 000, soit 1 529 € par habitant. Nous sommes à 52,8% des charges de personnel. Bien que cela soit en deçà de la moyenne nationale pour une commune de même strate, puisque pour une commune de même strate, la fourchette va jusqu'à 58%. Les charges à caractère général, elles vont se situer au niveau des dépenses relatives à l'entretien, enfin les choses qui sont immuables, les réparations, les locations, les carburants, les prestations de services, elles sont nécessaires en fait au bon fonctionnement des services. On a d'autres charges de gestion, il s'agit essentiellement des enveloppes de subventions. Donc on dira aussi dans le Zoom que nous attribuons une enveloppe de subvention aux associations et qu'on reste dans la même enveloppe. Par contre, nous verrons pour 2024, nous avons fait une subvention d'équilibre au niveau du CCAS, mais on l'expliquera dans le Zoom, pour être un petit peu plus sincère sur les recettes et dépenses du CCAS, puisque les années précédentes n'étaient pas obligatoirement inclus les charges et les augmentations des denrées alimentaires, des fluides, etc. Donc là, on va vers plus de précision là-dessus, et du coup, on verra que ça fait. Et puis, bien entendu, Sivu, Pauline Durance, puisque ce que nous recevons de la métropole, nous le reversons entièrement, et ça, c'est dans les statuts du Sivu. Chaque commune qui participe au Sivu reverse la totalité de ce qu'elle reçoit de la métropole pour le fonctionnement du Sivu. Donc le zoom au niveau des charges de personnel. Il faut savoir que pour 2024, puisqu'on est dans le Rhône, on a 315 480 € qui sont les dépenses réglementaires contractuelles, c'est-à-dire ce que nous oblige l'État. Cette année, nous aurons la revalorisation de 5 points d'indice pour les titulaires et les contractuels dès le 1er janvier 2024. Nous aurons la hausse des cotisations patronales dès le 1er janvier 2024. Nous aurons l'impact du glissement de vieillesse et technicité aussi. Nous aurons la hausse des assurances du personnel. Nous aurons une enveloppe pour les élections européennes. Sachez que c'est jamais compensé à l'euro près parce que nous recevons de l'État. D'ailleurs, je rappelle que c'est le 9 juin et que tous les élus ont obligation de tenir les bureaux de ces élections. Et donc, déjà, pensez à bloquer votre journée. Si après nous pouvons être sur des demi-journées parce que nous sommes tous là, eh bien, ce sera parfait. Nous avons bien entendu aussi avec le Sivu le personnel du temps méridien pour les enfants porteurs de handicap. Donc ça c'était dans les 271 743. Donc on a dit ce qui était imposé par l'État et maintenant ce que nous portons aussi au niveau des actions. Puisque nous avons voulu mettre vraiment cet accent sur le handicap. Les études surveillées, que nous avons aussi commencé dès la rentrée de septembre. Et je pense aussi en 2023, bien entendu,
les postes que nous souhaitons, puisque le poste de directeur financier n'est toujours pas pourvu. Et nous avons 2 postes au service technique, espace vert et propreté, un à chacun, avec aussi les postes de l'année sur les renforts police municipale et festivités. Et pour la 4e année, l'harmonisation de l'IFSE, qui est la prime fixée aux agents. Et nous avons des primes socles liées à leur fonction et à leur expertise. Tout ça est très bien programmé et nous terminons sur la 4e année d'harmonisation pour rebondir après sur les années suivantes. Voilà qui explique le volet dépenses et charges de personnel. Le chapitre qui explique les charges de gestion. Donc nous avons des prévisions de dépenses qui se stabilisent, c'est vraiment ce que l'on recherche. Et nous avons en fait de dépenses relatives à l'entretien, je disais, de tous les terrains, etc., plus en plus les fuites, les carburants, l'alimentation. Autant dire qu'il s'agit d'un poste majeur et que le plus fort impact est toujours le coût de l'énergie et l'inflation que nous subissons, notamment sur les denrées. Mais en tout cas, on le voit, entre le prévisionnel et le réalisé, nous avions un prévisionnel en 2023 de 3 126 000 et nous avons réalisé en 2023 2 600 000. Donc, vous le voyez, nous faisons des prévisions pour 2024 de 2 800 000, ce qui ne veut pas dire que nous dépenserons ça, puisque nous avons déjà un écart de 500 000 entre ce qu'on avait prévu l'an dernier et ce qu'on a réalisé. Pourquoi? Parce que nous nous attachons à être vraiment à cette sobriété et à ce que tous les services soient attentifs aux baisses. Et puis nous avons aussi travaillé sur l'éclairage public et ça se ressent. Voilà, en tout cas, on sait déjà, c'est qu'on a la hausse des assurances et que, vous l'avez sûrement entendu dans les médias, il y a des communes qui n'arrivent plus à s'assurer avec les catastrophes naturelles, tout ce qui arrive. Nous avons pu avoir dans notre contrat un avenant à notre contrat et nous n'avons, les assureurs ne nous ont pas lâchés et pour autant nous avons une hausse de 9 000 €. Nous avons aussi, je le disais au début, voulu être dans cette transparence au niveau du CCAS et nous passerons donc de la subvention de 180 000 à 235 000 pour inclure vraiment de façon sincère les hausses alimentaires et les hausses des fluides et avoir un affichage beaucoup plus fidèle au niveau du CCAS des dépenses réelles et des recettes réelles. Voilà, on a voulu faire un zoom sur les fluides parce que c'est vrai que le graphique n'est pas trop parlant parce que c'est difficile d'agir et d'avoir tout de suite des résultats, mais en tout cas sachez qu'on en a et que dans page 18 du rapport d'orientation budgétaire, vous avez beaucoup plus de précision par rapport à la baisse du fuel, mais à l'augmentation du gaz, à la stabilité, on a quand même sur l'électricité moins 15,7%, sur les carburants moins 35%, par contre on a une hausse au niveau de l'eau à 8,72 et voilà, c'est important de le préciser. On est un petit peu rassuré dans cette année 2024 par rapport à l'amortisseur d'électricité et par rapport au contrat que nous avons passé avec le SMED, donc le syndicat mixte de l'énergie, parce que nous sommes de nombreuses communes à adhérer au SMED et qu'ils ont pu avoir des contrats pour cette année qui va nous permettre d'être moins impactés par cette hausse de l'électricité. En tout cas, la vigilance est toujours de mise.
parce que quand on voit les axes d'optimisation des dépenses, on sait qu'on est sur l'axe 1, l'optimisation énergétique des bâtiments publics. C'est évident qu'il faut isoler, qu'il faut changer nos systèmes de chauffage, qu'il faut de l'éclairage LED. On est complètement en osmose avec cette volonté politique d'être attentif à ces énergies et à ces économies d'énergie. On est sur l'axe 2, complètement dans la mise en concurrence systématique des achats et ce sont les derniers postes que nous avons renforcés avec les finances, les marchés publics et des chefs de projet, aussi bien aux finances, marchés publics qu'aux services techniques, et on commence à voir l'impact sur nos marchés. Avec la restructuration aussi de tout le personnel et que maintenant on est des filières des services techniques qui fonctionnent très bien, bâtiments, voiries, irrigation, espaces verts, etc. On a des réalisations en régie plus importantes et ça c'est un poste qui fait des économies évidentes. Et en fait, après, je le disais, je remerciais vraiment nos services. C'est la rigueur comptable garante d'une qualité et de saisir aussi toutes les opportunités pour gérer vraiment avec une rigueur essentielle. Un point qu'il faut souligner, parce que c'est vrai que c'est une politique du logement social récompensée. Sachez que pour l'année 2024 et pour la 4e année, nous n'aurons pas la pénalité de 165 000 €. On l'a précisé puisqu'elle nous était précisée pour 2024 à ce montant-là exactement. Sachez qu'on disait toujours autour de 200 000 puisque nous sommes allés jusqu'à 190 000. En tout cas, grâce aux efforts que Malmort fait sur cette politique de logement, eh bien, ça fait 4 ans que nous n'avons pas la pénalité. Et pour cette année-là, nous l'avons su en décembre 2023, Malmort sort des communes carencées, ce qui veut dire que, pourquoi? Parce qu'elle a rattrapé son quota de logement dans la période 2020-2022 et sortir de la carence pour une commune est très intéressant au niveau des DIA, qu'elle peut enfin récupérer via la métropole, mais surtout aussi ne pas avoir cette pénalité multipliée par 2, par 3 ou par 4, comme certaines communes ont pu l'avoir, qui plombe complètement un budget communal si on n'était pas allé sur cette réforme. Enfin, l'encours de la dette. Donc, c'est important de parler de la dette que nous avons à Malmort. Bon, là, je pense qu'on est assez exemplaire, et c'est bien de le dire, parce que nous avons un encours de dette de 1 363 000, donc soit 0,26 des charges réelles de fonctionnement. C'est 213 € par habitant. Malmort fait partie des communes très faiblement endettées et nous le verrons dans la slide suivante. Nous avons voulu aussi aborder la dette avec sa durée de désendettement. Parce qu'en fait, ce qui est important pour une commune, c'est sa solvabilité. Je rappelle que certaines communes sont en effet sous tutelle. Mais pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas cette solvabilité qu'a la commune de Malmort, qui est très satisfaisante, parce que vous voyez, la ligne rouge à ne pas franchir, elle est à 12 ans, et Malmort se situe à 0,72 ans. Donc, pratiquement nu à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, et merci au service de l'avoir fait, c'est de vous dire aussi que nous voyons que l'emprunt que mon prédécesseur, M. Comte, avait pu faire pour la gendarmerie
s'arrête, est à 0 en 2027 et que nous avions du coup une dette, enfin un reversement de 104 000. Et le deuxième emprunt, c'est celui que nous avons fait pour la maison des associations, de façon à ne pas trop vider le matelas de trésorerie. Nous avons emprunté 1 340 000, mais nous l'avons fait sur, alors là je ne vois pas, sur 3 ans, celui-là. Non, 2023, non, 2033, pardon. Ça va pas du tout. Mais il ne va pas du tout. Donc, ce qui fait que montrer cette solvabilité, voilà, dans ce ROB, on peut dire que la commune peut envisager un éventuel retour à l'emprunt pour aller sur les investissements et compléter le financement du programme que nous avons. À la dette est aussi liée à l'évolution de l'épargne brute. Et on voit que cette année, on a une bonne solvabilité, on le disait, de 0,72 par an, et elle est aussi liée au résultat de l'épargne brute. Et pourquoi est-ce que le compteur est bon? Eh bien, et ça je l'ai dit aussi en début d'année, c'est parce que nous sommes aussi allés, nous avons augmenté les recettes fiscales. Donc, si l'effet ciseau s'élargit et qu'on voit bien que le bâtonnet de l'épargne brute est beaucoup plus positif et on peut s'en satisfaire, c'est parce que nous avons anticipé aussi par rapport à cet effort fiscal, qui, je rappelle, toujours quand même en dessous de toutes les autres communes du pays salonnais, pour améliorer notre épargne brute et envisager plus sereinement l'avenir dans les investissements. Voilà. Donc, on va passer à la section d'investissement. Donc, après avoir fait la synthèse sur les recettes et les dépenses de fonctionnement, l'investissement. En fait, on est dans un scénario du possible, hein, de ce qu'on connaît aujourd'hui, on est là sur le, pour ceux qui suivent toujours le rapport, on est au niveau de la page 27, et on commence à voir que dans ce camembert, hein, on a un autofinancement possible et potentiel. Alors, bien entendu, ça, ce sera affiné au CA et au budget. Hein, mais on sait qu'on a un autofinancement potentiel de 4 316 000, hein, qui viendrait donc d'un autofi de 2 821 000 et d'un résultat de fonctionnement de 2023 de 1 494 000. Nous avons, et nous l'avons voté, des restes à réaliser. Donc c'est le report des programmes engagés de 793 000. Nous avons des subventions de 288 000. Ça, c'est ce qui est notifié et qui sont les dépenses parties. C'est en tout cas, parce que la question a été posée en commission finance, pas du tout les subventions que nous avons demandées. Hein, on inscrit que ce qui est notifié et des dépenses parties. Puisque si je vous prends le programme de subvention de 2023, et ça c'est un document, la partie que j'ai, puisque nous sommes allés chercher les aides exceptionnelles à l'investissement au niveau du fonds vert, nous sommes allés chercher tous les travaux de proximité possibles du département, nous sommes allés chercher la DAP, nous sommes allés chercher les monuments historiques, nous sommes allés chercher la transition énergétique, l'embellissement des façades, la gestion de l'eau, la Provence numérique et la forêt. Donc tout cela fait que nous avons
un montant de subvention possible, avec de tout ce que nous avons demandé, pour l'année 2023 de 1 290 000. Mais vous le voyez, nous n'inscrivons que 288 000 parce que c'est ce qu'on réalise et c'est ce qui est notifié. Toutes ces subventions-là, de 1 290 000, nous les aurons à mesure que nous ferons des projets annoncés. Donc ça c'est important parce que ça peut paraître peu. Ensuite le FCTVA, on disait que c'était la TVA de moins 2, c'était lié aux dépenses d'investissement, 356 000. Les recettes d'ordre, c'est l'amortissement, un chiffre global c'est 300 000, puisque depuis que nous avons le prorata temporis, c'est très difficile à évaluer, mais en tout cas on va le faire au fur et à mesure. Et on est donc dans un robe précautionneux toujours, hein, mais où on verra que d'ores et déjà on peut être rassuré sur des investissements possibles de l'ordre de ces montants-là. Ce qui nous amène aux grandes orientations du programme 2024, puisque nous pouvons avoir un programme prévisionnel d'investissement de 6,9 millions, qui sera bien entendu dans les choix stratégiques et les orientations budgétaires que nous devrons faire, mais en tout cas, nous sommes sur 4 grands axes, qui est la performance énergétique, qui est l'environnement, qui est la maison de santé, et c'est pas un scoop, hein, tout le monde sait qu'on part sur une construction de la maison de santé parce que c'est un besoin impérieux des Malmortais, et en fait l'anticipation foncière, puisqu'on est toujours à prévoir l'avenir et à saisir les opportunités lorsque nous les avons, d'aller chercher toutes ces opportunités foncières. Et enfin, ce que je voudrais dire aussi, qui est important, parce qu'on va le voir dans chacun de nos opérations majeures, nous sommes en fin de CDDA et nous avons bouclé notre CDDA. Et nous allons rentrer dans un CDTE, hein, donc un contrat départemental lié à l'environnement. Pour cela, les exigences seront très fortes en matière d'études, en matière vraiment d'études d'impact. Nous serons sur des axes environnementaux, on va dire sur les zones imperméabilisées, sur les bilans énergétiques, sur les rénovations des bâtiments, sur tout ce qui concerne drastiquement en fait, le changement climatique qui nous impacte et sur lequel nous allons devoir investir. Et sur ce CDTE, nous avons travaillé avec le département pour inscrire la maison de santé à 50% de subvention. On le verra sur la maison de santé, clairement le choix des 3 candidats qui ont été faits avant le concours final pour un sont des candidats qui relèvent d'un haut niveau environnemental pour que justement on puisse complètement correspondre à ces exigences du département. Le panorama des opérations majeures prévues en 2024, et certains sont déjà commencés, c'est l'église, avec ses travaux de toiture et les normes électriques. C'est l'école maternelle Espélido avec la première partie de rénovation énergétique. C'est la maison de santé, je le disais, avec le financement des études et les maîtres d'ouvrage pour 2024. C'est l'agrandissement du stationnement à la maison des associations avec un parking végétalisé et le parking de la Fontaine. Ce sont les études pour le service technique dans la réhabilitation et les maîtres d'œuvre aussi à poser. Nous avons aussi la piscine avec les travaux de rénovation des bassins, l'école maternelle Joliot-Curie sur les travaux énergétiques et espaces verts, la crèche avec les mises aux normes Norma qui nous sont imposées. En fait, le bâtiment du domaine du Vergon pour la mise hors d'eau aussi, et la salle des fêtes où nous avons commencé et où nous poursuivrons
la réhabilitation et la sécurité, mais pas que aussi, puisque nous allons reprendre les plafonds et le travail aussi sur les LED et bien entendu le moindre coût. Voilà pour les grandes opérations de 2024. Et du coup, ce que je tiens à dire, c'est que pour ce débat d'orientation budgétaire, en conclusion, nous avons un souci de l'équilibre du budget et de l'investissement est éminemment dépendant de la section de fonctionnement. Et lorsque nous rétablissons avec le levier fiscal en 2023 et cette possibilité d'autofi possible, eh bien nous pouvons avoir une vision d'engagement sur des réalisations en investissement beaucoup plus ambitieux. Enfin, nous savons que les normes exigées par nos financeurs, que ce soit l'État ou le département ou la région, nous demanderons ces exigences d'études. Donc nous devons le placer dans nos choix et nous poursuivons en tout cas tout ce que nous avons lancé déjà sur des économies au niveau du fonctionnement pour être toujours dans cette dynamique d'investissement et le maître mot, je dirais, est la rigueur budgétaire. Voilà. Donc, merci de votre écoute. Le débat est ouvert.